Mesdames et messieurs, bonsoir. Les 15 et 16 février 2025 s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie le 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce sommet aux enjeux multiples s'est tenu sur le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations ». Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a pris part active à ces assises qui ont été ponctuées, entre autres, par l'élection du ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, à la présidence de la Commission de l'Union africaine en remplacement du Tchadien Moussa Faki Mahamat. La 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a baissé ses rideaux le 16 février dernier avec l'arrivée d'un nouveau président à la tête de l'organisation en la personne du président angolais João Lourenço pour un mandat d'1 an dans le cadre de la présidence tournante de cette haute institution panafricaine. Cette émission est donc entièrement consacrée aux conclusions de ce sommet et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le ministre Alain Akwala Atipo, président du Comité national du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Bonsoir Monsieur le ministre, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Je vous en prie, Monsieur le ministre. Nous le disions, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations. Tel a été le thème du 38e sommet de l'Union africaine auquel a pris part le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et vous-même d'ailleurs, Monsieur le ministre, faisant partie de cette délégation congolaise. Alors la première question, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a justifié le choix de ce thème et comment a-t-il été abordé au cours de ce sommet? Présenté par le président ghanéen, M. Dramane Mahamat, ce thème trouve son ancrage dans l'agenda 2063 qui a pour objectif de redonner cette lettre de noblesse à l'Afrique. C'est de faire que l'Afrique retrouve sa place, ainsi que les peuples d'Afrique, dans le concert des continents et des nations. Pourquoi ce thème? Vous savez, lorsque un continent vit 4 siècles d'esclavage, 100 ans de colonisation, qui peut évaluer le precium doloris de tout cela? Très difficile. Donc, l'Afrique estime qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance de cette injustice par le monde, parce que le pillage de nos richesses est évalué à des trillions et des trillions de dollars. Parce que, Monsieur le ministre, on estime également que ce pillage se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, parce qu'il y a eu l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Ce déséquilibre de nos économies en faveur des puissances anciennement colonisatrices s'illustre par le fait que nous avons des économies extraverties. Et donc, pour les chefs d'État africains, nous devons utiliser justement cette tragédie, cette déportation des millions et des millions d'Africains dans ce commerce transatlantique qu'était l'esclavage, avec des estimations statistiques où on a à peu près, à l'époque, par rapport à la population du continent, près de 30 millions d'Africains ont été transportés, déportés à l'étranger, notamment sur les continents américains. Près de 3 millions sont restés sur le fond des océans. Et donc, nous devons utiliser justement toute cette tragédie pour construire notre africanité, construire notre panafricanisme et essayer de transcender les traumatismes occasionnés par la colonisation, les traumatismes occasionnés par la partition de l'Afrique, dont les frontières qui ont été faites à Berlin de manière un peu subjective continuent à... Sans le consentement de l'Afrique. Exactement, et continuent à créer un certain nombre de crises au niveau du continent. Donc, il faut transcender tout cela pour pouvoir justement avoir une pensée pour le futur. Cette pensée pour le futur doit se faire également avec la diaspora. C'est en cela que la première ministre, Mme Matlé de Barbade, a pris la parole pour en fait expliquer que l'Afrique détient plus de 40% des richesses mondiales et que 1/5 des habitants du monde a pour origine le continent noir. Donc l'importance de la diaspora, et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous en sortir. Et que les diversités ethniques,
frontalières, au lieu d'être à l'origine des tensions que nous connaissons, mais doivent d'abord nous permettre d'être conscients de notre unicité en tant que continent et affronter l'avenir. Et pour l'affronter, c'est à la fois à travers la ZLECAf, sur le plan économique, pour justement aller au-delà des frontières, donc la ZLECAf, et puis en même temps, essayer de faire en sorte que le monde puisse réparer, sans pour autant que ce soit dans du misérabilisme, mais c'est une chose que le monde doit à l'Afrique, cette reconnaissance. Voilà l'explication du terme. Quand on parle de réparation, on penserait aux réparations financières, par exemple? Oui, a priori, on pense aux réparations financières. La colonisation a détruit même notre système de gouvernance ancestrale. C'est-à-dire qu'avant que l'esclavage ne démarre, les sociétés africaines étaient prospères. Très bien elles organisées. Vivaient, elles avaient leur structuration. Mais tout ça a été détruit. Comment évaluer ça? Mais il y a d'abord une reconnaissance mémorielle que le monde doit avoir. Et c'est en cela que lorsque vous entendez un certain nombre de leaders, de chroniqueurs, d'hommes politiques, généralement de droite, dans le pays que vous connaissez, dire que la colonisation a eu des aspects positifs, mais ça me sort de mes gonds. Ça me sort de mes gonds. Donc la réparation est d'abord mémorielle et ensuite financière, dans ce sens où nous devons arriver à avoir des rapports économiques avec le reste du monde en tenant compte justement que nous avons été pillés. Et comme je vous ai dit, cette déstructuration de nos économies continue jusqu'à ce jour parce que nous n'avons pas, entre guillemets, d'économie réelle d'abord dans nos propres pays et encore moins une intégration économique inter- ou intra-africaine. Voilà pourquoi il y a la ZLECAf pour pouvoir justement favoriser la naissance d'une économie au niveau du continent africain parce que les échanges entre États africains ne sont que de 6%. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait faire également allusion à ces sortes d'humiliations que subissent les personnes d'origine africaine, généralement à l'étranger? Plusieurs personnes africaines subissent de l'injustice et du racisme, on ne va pas se le cacher. Exactement. Ce traitement défavorable part de la perception que l'on a du continent africain et des peuples noirs dans leur ensemble, où on considère que les peuples noirs n'ont peut-être pas véritablement de place dans l'histoire. Mais pour cela, justement, il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut que nous allions vers une meilleure gouvernance de nos États et de notre continent, que nous ayons la capacité de devenir quand même économiquement fort, parce que 40 à 45% des richesses du monde se trouvent sur le continent africain. Et hier, ce traitement un peu méprisant, les Japonais le subissaient, les Chinois le subissaient, et aujourd'hui, le fait que le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, est devenu une puissance économique, aujourd'hui que la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde, eh bien, le regard a changé. Donc, il ne faut pas être naïf. Tout est une question de rapport de force. Que dire alors de nos traditions qui ont été bradées, qui pourtant définissent notre identité? Et aujourd'hui, on semble être un peu aliéné, Monsieur le ministre. Comment apporter des réparations dans ce sens? D'abord, il y a ce retour un peu des œuvres d'art qui ont été pillées pour qu'il y ait une espèce de reconnexion avec ce qui fait partie de notre immatérialité culturelle. Les masques, etc. Mais c'est un long chantier, et au niveau donc de l'Union africaine, il y a, entre guillemets, des départements qui s'occupent essentiellement de cela. Voilà pourquoi vous avez certains pays comme le Bénin, où il y a maintenant un retour des masques liés au vaudou. Le vaudou qui est une culture béninoise. C'est comme nous, on peut avoir les kébé-kébé, les masques au niveau des tékés, etc. Donc, ce sont des choses qui doivent progressivement... Peut-être qui se trouveraient au musée du Quai Branly. Mais bien sûr, vous savez, ce n'est pas pour rien que Jacques Chirac avait voulu faire un musée des peuples premiers. Peuple premier ne veut pas dire primitif. Peuple premier veut dire ceux qui ont, à un moment donné, ont été les premiers sur le plan de la culture et du reste. Tout à fait. Merci, Monsieur le ministre. Avant de poursuivre sur ce plateau, je vous propose de revenir en images sur ce sommet avec la participation du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Images et commentaires presse présidentielle. Siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le décor est planté le samedi 15 février 2025 pour le début de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.
Plusieurs dirigeants du continent ont rehaussé de leur présence l'éclat des travaux dont le Congolais Denis Sassou Nguesso, qui vient d'engranger au nom de l'Union africaine la signature dans la capitale éthiopienne de la charte de réconciliation nationale interlibyenne. Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette rencontre annuelle. La plupart d'entre elles ont tourné autour du thème de cette année, à savoir « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations ». Pour Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, la réparation dont il est question n'est pas une demande de charité, mais plutôt la cessation de l'exploitation irrespectueuse des ressources du continent et la correction des injustices causées. Abondant dans le même sens, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a plaidé pour la mise en place des mécanismes garantissant une justice réparatrice. De son côté, en tant que représentant, selon ses propres mots, du pays du monde encore colonisé, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a circonscrit la réparation comme un engagement réel à la justice en tant que valeur universelle. L'autre sujet au cœur des interventions est la paix et la sécurité en Afrique, notamment en République démocratique du Congo et au Soudan. À ce propos, Moussa Faki Mahamat, président sortant de la Commission de l'Union africaine, a déploré les dysfonctionnements et l'affaiblissement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Son rôle devrait s'accomplir sur la base des textes qui régissent son fonctionnement, dont il tire la force et la légitimité de concevoir, d'encadrer les questions prégnantes de notre sécurité collective et d'imposer, si nécessaire, les sanctions requises le cas échéant. Il est fort regrettable que ces décisions soient parfois contraires à nos principes et lorsqu'elles ne le sont pas, restent souvent lettre morte. Les décisions de cet organe continental central ne sauraient être considérées avec désinvolture et négligence par les États membres, ni par une conception et des pratiques biaisées des communautés économiques régionales au nom du principe galvaudé d'une subsidiarité interprétée de façon intéressée et partisane. Par ailleurs, l'indépendance financière de l'Union africaine, le partenariat entre l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies, la solidarité de l'Afrique envers le peuple palestinien et le développement de la jeunesse africaine sont les thématiques qui ont été également abordées à cette cérémonie. Retour sur ce plateau, Monsieur le ministre, un commentaire sur ces travaux que nous venons de suivre à travers ce reportage. Oui, ce reportage retrace parfaitement le programme des travaux qui ont été engagés, réalisés. Mais moi, il y a une chose que j'aimerais quand même dire, c'est que l'Assemblée générale a rendu hommage au président Samou Joma, qui vient de nous quitter, à travers une minute de silence. Samou Joma, qui a été un grand combattant pour la libération de la Namibie, qui est considéré comme étant le père fondateur de la Namibie. Et la Namibie, où d'ailleurs notre pays a joué un rôle important dans l'indépendance de l'Angola et le retrait des troupes sud-africaines de Namibie. Le président Denis Sassou Nguesso était en Namibie le jour où le drapeau sud-africain était descendu, que le drapeau namibien remplaçait celui des Sud-Africains en présence du pasteur Jesse Jackson. Donc c'est un digne fils d'Afrique, c'est en allé, et il est de la même trempe que Samora Machel, Agostino Neto, toutes ces personnes que Denis Sassou Nguesso a rencontrées. Un grand homme qui est parti et qui nous Absolument, a quittés. ouais. Monsieur le ministre, en 2015, l'Afrique a adopté un plan de développement baptisé Agenda 63, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour servir de base à l'élaboration de plans de développement à moyen terme des États membres de l'Union africaine, de communautés économiques régionales et des organes de l'UA. Alors aujourd'hui, quel est son niveau de mise en œuvre? Bien, d'abord il faut savoir que c'est l'agenda 2063. Ok. 1963, création de l'EUA, et en 2063, on va dire, l'Afrique indépendante atteindra un siècle. Donc c'est un travail qui prendra plusieurs générations. Et donc, à l'aune de cet horizon, on peut dire qu'il y a un certain nombre de projets assez symboliques qui ont déjà démarré. C'est par exemple le musée de l'Afrique qui se trouve à Alger. C'est l'agence de la notation de l'Afrique qui est basée à l'île Maurice. Généralement, quand les pays africains veulent lever des fonds, notamment en eurobond, il y a 3 agences
internationales les plus puissantes du monde, dont je ne citerai pas ici pour ne pas leur faire de la publicité, qui souvent ont une sorte d'appréciation un peu décalée de la réalité des économies africaines et souvent attribuent des notes qui ne correspondent pas du tout à notre particularité. D'ailleurs, le président zambien en a parlé en disant que son pays voulait lever des fonds pour pouvoir développer le chemin de fer qui est lié à l'exploitation d'une mine, je crois, d'uranium. Mais lorsqu'on voit la notation faite par ces trois agences que je ne citerai pas, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Parce qu'il dit, le minerai est là, il faut faire un chemin de fer, et il y a un marché. Donc il y a déjà cette agence qui est implémentée à l'île Maurice pour pouvoir permettre justement aux pays africains de lever des fonds avec des cotations qui ne soient pas très élevées. Il y a aussi les trains à grande vitesse qui sont en construction en Égypte, au Nigeria, au Sénégal, en Tunisie aussi, je crois. Donc, ce sont des projets qui démarrent. Mais c'est vrai, il y a quand même des difficultés qui concernent la construction des infrastructures et en même temps faire en sorte que les barrières douanières soient supprimées dans les faits pour permettre justement la circulation des hommes, des biens et des marchandises. Et aussi, il y a quand même un reproche qui est fait à l'Union africaine, à ceux qui pilotent ce processus, par le secteur privé. On a l'impression que ce processus est beaucoup plus politique que technique. Donc, même si c'est vrai, ce sont les politiques qui doivent impulser les choses par rapport à leur volonté, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de la décision publique, mais il faut maintenant faire accompagner tout cela par le secteur privé. Et le secteur privé, on le sait qu'il est bien impliqué dans ces projets décidés au plus haut sommet de l'Afrique. À travers ce projet, c'est donc la zone de libre-échange continentale africaine qui est très ancrée aujourd'hui dans les actions des différents gouvernements africains. Ma conviction est que plus nous avancerons, plus les choses s'amélioreront. Oui. C'est le sentiment que j'ai eu en étant là-bas. Alors, vous avez évoqué la mise en place de l'agence de notation africaine. Est-ce que l'arrivée de cette agence ne créera pas une sorte de favoritisme et d'une mauvaise évaluation des actions des gouvernements africains? Non, pas du tout, parce que vous savez, l'Afrique, de par sa diaspora, de par ceux qui habitent le continent, qui travaillent sur le continent, regorge d'une expertise de niveau mondial. L'agence aura un caractère privé. Il n'y aura pas du tout d'interférence des pouvoirs publics. Et le fait que cette agence d'annotation soit installée à Port-Louis, à l'île Maurice, vous connaissez la performance économique de l'île Maurice, le fait que des privés, des experts africains vont pouvoir aller démarrer, implémenter cette agence à Port-Louis, les appréciations qu'ils donneront pour les économies africaines seront justes. Dans chaque agence d'annotation, il y a en arrière-plan des intérêts économiques. Il y a en arrière-plan une origine, j'allais dire, politique. C'est comme les agences de presse, vous savez ce que c'est. Donc le fait que les Africains décident d'avoir leur propre agence d'annotation, c'est parce qu'il y a une prise de conscience que parfois les appréciations que l'on fait du continent africain ne correspondent pas à la réalité. Une sorte d'injustice, là aussi, c'est ça? Oui, probablement. Cas concret, il y a quelques années, vous vous souvenez, il y a eu tout un processus de plan d'ajustement structurel vendu par le Fonds monétaire international qui avait demandé aux pays africains de ne plus recruter dans l'enseignement, de ne plus recruter au niveau du personnel de santé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'État se désengage, reste dans un rôle d'État régalien et que l'on privatise les entreprises publiques. Mais X années après, on se rend compte que ça a été un désastre pour notre pays. Je me souviens, à l'époque, j'étais au comité de privatisation. Pour l'histoire, la privatisation de l'Office congolais du café et du cacao avait été refusée par Denis Sassou Nguesso. Refusée par Denis Sassou Nguesso. Il avait dit aux experts du Fonds monétaire de la Banque mondiale, si vous me trouvez une structure qui peut remplacer l'Office congolais du café et du cacao, j'accepte votre processus de privatisation. Mais tant que vous ne l'aurez pas trouvé, parce que l'Office congolais du café et du cacao arrive à créer une espèce d'effervescence économique au niveau des paysans de la Sangha, je refuserai cela. Il s'en va, le président Lissouba arrive au pouvoir, moi je suis au comité de privatisation comme consultant communication, je vis en direct justement le démantèlement de l'OCC et l'OCV. La même chose avec l'Office congolais d'entretien routier. Bon, c'était une parenthèse. Donc, le fait que les Africains, conscients justement, parfois, de cette réalité perçue de manière biaisée
mais ces agences décident maintenant d'avoir leur propre agence d'annotation. Mais c'est pour pouvoir justement avoir une sorte d'écosystème économique en correspondance avec nos réalités et nos ambitions pour justement l'émergence africaine. Monsieur le ministre, il y a eu ce rapport d'étape sur la zone de libre-échange continentale africaine. Le projet a été mis en place il y a beaucoup d'années déjà. On annonce son opérationnalisation dans peu de temps. Est-ce qu'on peut connaître le calendrier exact jusqu'à sa mise en œuvre exacte? Vous savez, très cher, j'aimerais bien vous le dire. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'il y a déjà un noyau de pays qui a été sélectionné par rapport à leur potentiel économique, leur présence au niveau des échanges, à la fois au niveau du continent et du monde, pour pouvoir servir de laboratoire des échanges liés à la ZLECAf. Donc vous avez l'île Maurice, vous avez le Cameroun, vous avez le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, je crois. Et ces pays essaient déjà de voir dans quelle mesure ils peuvent, entre guillemets, avoir des échanges. Donc, c'est quand même assez encourageant. Mais il y a un problème qui se pose de manière objective, c'est la construction des infrastructures de base. Donc, le calendrier, de manière précise, on peut dire, d'après ce qui a été, disons, retenu, il y a un point qui se fera à horizon 2030. D'accord. Voilà. Donc la construction des infrastructures, on pense là au niveau de notre région, au Pont-Rotrail, tous ces projets intégrateurs. Exact. Alors, on va passer au point sécurité, monsieur le ministre. Beaucoup de régions africaines comme les Grands Lacs, avec le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, plus près de nous, sont en crise sécuritaire, mais pas seulement. Qu'est-ce qui a été décidé pour ramener la paix dans ce pays voisin? Quand vous avez entendu ce que le président Faky a dit, l'Union africaine travaille sur les principes de la subsidiarité et de la complémentarité. Il y a des structures sécuritaires à la fois au niveau de la SADC, au niveau des pays de l'Afrique de l'Est, qui ont pris des décisions concernant ce conflit. L'Union africaine s'appuie justement sur ces décisions. La Commission de paix et sécurité de l'Union africaine a quand même condamné ce qui se passe, a demandé le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, a condamné les massacres des populations civiles, demande le retrait justement de toutes les troupes qui sont là-bas, mais exige quand même, par rapport à la philosophie du Ubuntu, donc philosophie bantou, qu'il y ait un dialogue entre les belligérants. Et que dire alors des attentes de la RDC qui ont fortement réclamé les sanctions au niveau de leurs voisins? Bien. De manière informelle, j'ai eu un échange avec la première ministre de la RDC, également le ministre des Affaires étrangères de la RDC. On peut comprendre, entre guillemets, leur position. C'est normal, ils sont belligérants. Mais l'Union africaine, c'est quelque part une sorte d'arbre à palabres, voilà, une sorte de mbongi, où on essaie d'arrondir les angles, d'aller par rapport à nos traditions, en étant conscient des responsabilités des uns et des autres, parce qu'il faut écouter quand même toutes les parties. Le Rwanda a également ses revendications, ses explications, qui remontent quand même à l'histoire de ce pays qui a connu plusieurs génocides, qui remontent à la manière dont cette communauté vivait avant qu'il y ait la conférence de Berlin et le partage de ces fameuses frontières, les protagonistes. Et pour cela, trouver en fait le juste milieu qui revienne sur ce qui est essentiel, c'est la fin des hostilités, mais surtout le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Et privilégier la voie de la sagesse, comme l'a souligné le président de la République de Sassou Nguesso lors de l'une de ses interventions. Alors, monsieur le ministre, en marge de ce sommet, la charte de réconciliation inter-libyen a été signée. C'est un engagement pris par les Libyens qui rassure le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président de la commission de haut niveau de l'Union africaine sur cette crise libyenne, de leur volonté en tout cas d'aller de l'avant et de finalement baisser les armes et puis ramener la paix dans ce pays. Alors, peut-on croire en fait à cette perception des choses dans ce pays ? Écoutez, moi j'étais dans la salle, une salle d'ailleurs mythique, parce que c'est là où les pères fondateurs de l'EUA s'étaient retrouvés. C'est un moment d'histoire quand même, parce que ça fait plus d'une décennie que le monde n'arrive pas à trouver une espèce de modus operandi
entre les factions libyennes. Et ce jour-là, j'ai assisté à la signature. Je dois vous dire qu'il y a une reconnaissance non seulement de l'Union africaine, d'ailleurs, le président Faki, le président Lorenzo, tous ont salué l'effort du président Denis Sassou Nguesso. Donc les parties libyennes qui étaient là, j'ai vu comment est-ce que, avec beaucoup de reconnaissance, elles sont venues remettre au président Denis Sassou Nguesso la charte qui porte leur signature et ont pris des engagements pour pouvoir justement poursuivre ce travail. Mais le président Denis Sassou Nguesso, en réalité, donne aux Libyens la possibilité que ceux-ci prennent en main leur destin. Parce que dans son allocution, il a insisté que l'Union africaine travaillait sur ce dossier sans arrière-pensée, sans calcul, sans chercher à recueillir des dividendes, contrairement justement aux différentes parties qui sont en conflit derrière plusieurs factions en Libye. Et ça, c'est important de le savoir. Et aussi, il faut revenir en arrière quand même. Il faut revenir en arrière parce que on se souvient quand même que le président Sassou était allé à Tripoli rencontrer le président Kadhafi, paix à son âme. Ensuite, il est allé à Benghazi rencontrer les rebelles. À Tripoli et Benghazi, il devait partir avec quelques chefs d'État africains, pardonnez-moi l'expression, qui se sont débinés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chef d'État d'un pays, que je nommerai pas ici, qui avait menacé à battre l'avion qui conduirait ces chefs d'État. Denis Sassou Nguesso, après Tripoli, est allé à Benghazi. Il a pris son courage. Il est allé à Benghazi. Bravé le danger, on va il dire. est allé, mais c'est un parachutiste. Bon. Ça sa signification. Donc, il est allé à Benghazi et est parti de Benghazi sous les tirs. Et donc, moi, je me suis rappelé de ça. Et quand j'ai vu justement cette signature, je dis oui, quel parcours. Quel parcours. Donc, je vivais un moment d'histoire. Alors, ceci dit, on entend ici et là des bémols. Des bémols venus de certains médias qui parfois essaient un peu de relativiser l'importance de ce moment d'histoire. Il faut quand même dire que ce sont les pays d'où émettent ces médias qui sont à l'origine de ce que la Libye est aujourd'hui. Vous comprenez ? Je répète, ce sont les médias d'où émettent ces pays qui sont à l'origine de ce que la Libye est aujourd'hui. Et donc, lorsque un Africain qui est responsable par l'Union africaine, qui est salué par ses compères, on ne peut pas le minimiser. Et je vais faire un parallèle historique, si vous permettez. Vous savez, en juillet 1986, lorsque Denis Sassou Nguesso prend la tête de l'OUA, il fait un discours-programme dans lequel il demande à l'Afrique, malgré notre faiblesse, nous devons lancer une campagne de sanctions économiques et financières internationales contre l'Afrique du Sud. Les mêmes médias avaient plus ou moins tourné en dérision ce propos. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques années après ? Ces sanctions ont marché. Ça a conduit à quoi ? À la fin de l'apartheid et à l'arrivée de Mandela au pouvoir. Et j'étais dans cette salle. Et en 1986, il faut savoir que 2 personnes qui avaient fait un discours pour demander les sanctions économiques et financières contre l'Afrique du Sud, qui étaient au cœur du système économique et sécuritaire de l'OTAN et du monde occidental. Il y avait Olaf Palme et Denis Sassou Nguesso. Olaf Palme, 2 semaines après ce discours, a été assassiné. Et son assassinat, jusqu'à aujourd'hui, demeure non élucidé. Donc, c'est vous dire quand même la dimension du risque pris par le président Sassou. Exactement. Donc, moi, quand j'étais justement dans cette pièce, j'ai fait ce parallèle entre ce qui se passe avec les Libyens et ce qui a été fait en 1986. Donc, Denis Sassou Nguesso permet aux Libyens de prendre en main leur destin. Monsieur le ministre, pendant cette signature, il n'y a eu aucun leader libyen présent à cette cérémonie. Mais vous savez, la Libye, d'abord, à l'origine, on ne sait pas si c'est une république, on ne sait pas si c'est un État. À l'époque de Kadhafi, ça s'appelait une Jamaïria. Qu'est-ce une Jamaïria ? Point d'interrogation. C'est une espèce de conglomérat d'ethnies. C'est comme si vous aviez les Gongoulous avaient leur État, je sais pas, les Lari leur État. Voilà la Libye de Kadhafi. Les Mbouchi leur État, les Bémé leur État. Quand Kadhafi s'en va, mais il n'y a pas d'État à l'origine. L'État était symbolisé par Kadhafi. Bien. Et donc, toutes ces communautés se retrouvent en conflit. Le plus important, c'est que il y a des Libyens qui ont signé la charte, et ceux qui ne l'ont pas signée, je peux vous le dire, ont envoyé des émissaires à Addis Abeba pour pouvoir apposer leur signature. Le président leur a dit,
il faut aller signer à l'Union africaine. Donc, il y a des délégations qui vont arriver, qui vont signer. Et le plus important aussi, c'est que le président a été invité à une large conférence qui se tiendra, je crois, à Sirte. Donc, ça veut dire que le Denis Sassou Nguesso impulse quelque chose qui va rester dans l'histoire. Monsieur le ministre, revenons un petit moment en image sur cette partie qui concerne donc la signature de cette charte concernant donc la crise libyenne avec la déclaration du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous pensons qu'avec la signature de la charte par toutes les parties, et nous croyons que cette charte sera signée par toutes les parties. D'après les informations qui me parviennent, la signature de cette charte ici à Addis Abeba a eu un écho favorable à l'intérieur de la Libye. Cet écho a suscité d'autres ralliements à la charte de réconciliation nationale interlibyenne, dont l'acte 1 de la signature a eu lieu le 14 février dernier à Addis Abeba, sous l'autorité du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Cette fois, le document a été signé dans la capitale éthiopienne par le Haut Conseil d'État et le camp de Moussa Kony, en présence du ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger Jean-Claude Gakosso, représentant le président de la République. Il s'est félicité de ces nouvelles adhésions. Merci à vous d'être venu ici au cœur du continent africain et d'avoir fait honneur à votre peuple en adhérant avec responsabilité à cette charte de réconciliation qui est l'émanation de votre propre volonté et qui est imprégnée de la culture de votre beau pays. La charte est ouverte à toutes les parties parce qu'elle prône des principes chers au cœur des Libyens, notamment l'indivisibilité de la Libye, la souveraineté pleine et entière de la Libye. Au nom du président Sassou qui m'a demandé de le représenter ici, je vous salue, je vous rends hommage et je rends hommage aussi aux frères qui viennent d'arriver. Cette signature est un signe d'espoir pour la Libye, durement meurtrie par plusieurs années de chaos politique et sécuritaire. C'est l'avis de Najed El Aroufi, rapporteur de la commission préparatoire de la réconciliation nationale. وهذا الميثاق يعبر عن إرادة الليبيين في التصالح وطي صفحة الماضي. Nos espoirs sont nombreux, mais notre espoir principal, c'est de mettre en œuvre et en exécution chaque point de cette réconciliation nationale afin qu'elle soit effective de manière tangible. Et on souhaiterait faire signer le document par les parties prenantes qui n'ont pas pu faire le voyage jusqu'à Addis Abeba et continuer le parachèvement de ce texte. En guise de reconnaissance pour les efforts consentis, le ministre Jean-Claude Gakosso et l'ambassadeur du Congo en Libye, Corneille Samba, ont reçu des distinctions. Et prochainement, le tour reviendra au président Denis Sassou Nguesso d'en être gratifié à Brazzaville. Alors, monsieur le ministre, la prochaine étape annonce la conférence de réconciliation. Est-ce que cela se fera réellement ? La date a été fixée. Mais ce qu'il faut quand même retenir dans l'intervention du président, c'est le désintérêt du continent africain. On le fait sans attendre un retour sur investissement. On le fait pour ne pas recueillir des dividendes. Mais la date a été fixée d'une conférence à Sirte. Je crois que c'est le général Haftar qui a envoyé son fils porter cette invitation au président. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est cette signature de la charte qui permet que cette conférence se fasse en Libye. Autre point abordé dans ce sommet, le diplomate djiboutien Mahmoud Ali Youssef a pris la tête de la commission de l'Union africaine en remplacement du Tchadien Moussa Faki Mahamat, resté à ce poste pendant 8 ans. Alors, monsieur le ministre, quelle urgence sur la table du nouveau président de la commission de l'Union africaine ? Bien, d'abord, il faut dire que c'est un homme, j'allais dire du sérail diplomatique, et qui a été élu, mais après à peu près, je crois, 7-8 tours l'élection, et qui s'est faite de manière manuelle. Les urgences, je pense qu'il y a la question, bien entendu, de l'Est de la RDC, il y a le Soudan. Le Soudan. Et je crois qu'il faut qu'il accompagne les efforts du président Denis Sassou Nguesso par rapport à la Libye.
Et il y a aussi la situation des pays qui sont encore dans des transitions militaires, qui devraient sortir des transitions militaires. Notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'AES, le Gabon, etc. Voilà. Donc, ce sont les urgences. Et puis après, il y a aussi comment faire en sorte que le mammouth qu'est l'Union africaine dans son administration puisse être beaucoup plus agile. Alors, la République du Congo avait présenté des candidats à 3 postes de commissaires. Quelles sont les nouvelles de ces candidatures du Congo? Bon, on a un candidat qui est arrivé jusqu'en finale, qui a été coiffé sur le poteau par le candidat du royaume de l'Eswatini. Mais il y a encore 2 commissions qui sont encore... on peut soumettre des candidats, c'est celle qui concerne, je crois, des questions économiques et des questions d'éducation. Il faut que nous préparions nos candidatures et qu'on ait des candidats qui soient... Parce qu'il y a des tests psychotechniques, des entretiens, l'expérience, etc. Donc ce n'est pas perdu. On a eu un candidat qui est arrivé en finale, mais malheureusement, il a été coiffé sur le poteau. Exact. Ouais. Alors, Monsieur le ministre, je disais tout à l'heure que vous faisiez partie de cette délégation congolaise en votre qualité de représentant national du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Peu avant l'ouverture du sommet, il y a eu donc une réunion concernant donc le MAEP. C'était le 14. Quel a été donc le contenu de cette réunion? Le 14 février, il y a eu une réunion en présentiel depuis 5 ans. Une réunion concernant le forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. D'accord. Le président Denis Sassou Nguesso avait été invité et il s'est fait représenter par le ministre Ludovic Gatsé, qui est donc le point focal du MAEP au Congo. Donc le ministre de l'économie et du plan. Exact, le point focal. Donc j'ai eu l'occasion, bien entendu, le président de l'accompagner. Et Madame Anne-Marie Rose IV, qui est la directrice générale du secrétariat continental du MAEP, avait demandé une audience au président, et le président qui prit justement par le dossier libyen avait demandé au ministre Gatsé de la recevoir en son nom. Et donc on a eu cette audience, on a fait le point de ce qu'on avait fait jusqu'ici, et puis on a élaboré un plan de travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu quand même comment est-ce que la Zambie a présenté son rapport d'évaluation. C'est pas si dramatique que ça. Donc il y a des évaluations d'ensemble qui conduisent à un plan national d'action, okay, et puis il y a des évaluations ciblées. Le Sénégal, par exemple, le président sénégalais, est venu, on a fait une évaluation ciblée du secteur des mines et de l'énergie. Comment est-ce que le Sénégal va pouvoir structurer son économie à partir justement du potentiel gazier que ce pays a. Ensuite, il y a eu aussi le Ghana qui a fait aussi une évaluation ciblée sur comment est-ce que ces entreprises, à travers la gouvernance d'entreprise, qui est un des axes du MAEP, peuvent prendre pied pleinement dans la ZLECAf. Voyez, donc ce n'est pas dramatique. Donc on assiste à ça et le ministre Gatsé me dit, mais monsieur le ministre, mais ce n'est pas dramatique, au contraire, c'est très bien. Ce n'est pas le Fonds monétaire, ce n'est pas la Banque mondiale. Ils ne viennent pas pour sortir des cadeaux dans les placards. En fait, c'est une plateforme où on débat en fonction des expériences des uns et des autres. Donc ce fut une belle expérience. Et la conclusion, ce qui nous concerne, c'est recevoir cette année Madame Anne-Marie Rose IV pour notre session inaugurale, signature du protocole d'accord qui servira de cadre juridique pour la conduite donc, de l'évaluation du Congo. Et puis peut-être qu'on verra fin 2025 lancer l'étude d'évaluation du Congo qui prendra peut-être une année et demie pour que ensuite le prochain sommet de 2026 ou 2027, eh bien, que le président se retrouve également parmi ses pairs pour présenter justement ce que son pays a fait et qu'il entende ce que ses pairs peuvent lui dire en fonction de leurs expériences. Il faut savoir aussi que le président donc, de ce forum, c'est le président algérien. Voilà, c'est le président algérien. Et l'Algérie a mis à la disposition donc, du secrétariat continental l'équivalent, enfin, $1 million pour justement essayer de donner une impulsion au processus. Et on peut donc se rassurer de ce qu'au niveau national, l'institution se porte très bien, l'institution que vous représentez. Bon, l'institution, on doit améliorer ses conditions d'installation, mais bon, ça c'est tout à fait une cuisine interne. Je fais confiance au Premier ministre pour cela, mais l'institution est dirigée avec beaucoup de volontarisme. Puisque vous travaillez sous sa supervision. Bien sûr, bien sûr, nous la conduisons avec beaucoup de volontarisme, et je tiens ici à dire aux membres de la commission que nous ne les oublions pas. Nous allons pouvoir nous retrouver lorsque toutes les conditions seront réunies, mais que nous devons travailler avec éthique et responsabilité. Alors, en résumé, Monsieur le ministre, que peut-on comprendre du MAEP? Et je pense qu'on va terminer par là.
Écoutez, le MAEP, c'est la voie africaine vers l'émergence et le développement, parce qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas être respecté par les autres pays du monde sans pour autant qu'on ait une gouvernance qui soit selon les standards internationaux. Et ça, il n'y a pas de raison que l'Afrique et le Congo ne le fassent pas. Très bien. En tout cas, nous vous remercions pour ces éléments mis à la disposition du public. Qui vous remercie. Et encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci infiniment. Voilà donc qui referme cette émission L'heure de vérité. Et nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau le ministre Alain Akwala Atipo. Il est président du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, président national donc de cette institution panafricaine. Nous avons donc abordé avec le ministre Akwala les conclusions du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu les 15 et 16 février dernier à Addis Abeba en Éthiopie avec la participation du président de la République Denis Sassou Nguesso. Merci en tout cas pour votre fidélité. À très bientôt.